Ce podcast vous est présenté par l'agence Matoons, agence créative et tech spécialisée dans les contenus à fort impact. Vous avez un projet audio, vidéo, digital? Contactez-nous. contact@matoons.fr. Bonne écoute. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Bienvenue pour ce 42e numéro du podcast EdTech France, un podcast 100% EdTech et 100% français. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir au micro un entrepreneur au parcours assez exceptionnel, membre EdTech France depuis quelques semaines et qui est en plein lancement de son projet EdTech après plus de 20 ans dans le cloud et l'IT. J'ai nommé Salim Nassour pour parler ensemble de comment mettre la tech au service de l'humain. Bonjour Salim. Bonjour Anne-Charlotte. Alors, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, car Salim, tu as un parcours assez atypique qui démarre dans la banlieue parisienne et qui arrive jusqu'au poste de directeur marketing France et IMIA de Google Cloud. Alors, je crois que la première question à te poser pour comprendre ta vision de l'entrepreneuriat et surtout ton parcours, c'est d'où tu viens, Salim? Voilà une question intéressante, effectivement. Oui. Elle est intéressante au moins à deux égards. En effet, hein, tu as raison, c'est toujours intéressant de connaître le background d'une personne pour mieux la comprendre. Et d'un autre côté, il faut se méfier des stéréotypes et des cases dans lesquelles on a tendance à mettre les gens dès qu'on connaît leurs origines. Tu vois, par exemple, quand je vais te dire que je viens de la banlieue, tout de suite, je peux être stigmatisé parce qu'on va dire, les auditeurs peuvent penser que, voilà, quelqu'un qui vient de la banlieue, il est forcément comme ça, etc. Ça, ouais. Tu vois. Exactement. Donc on reparlera d'ailleurs de tout ça plus tard. Hein, qu'est-ce que ça veut dire de venir de la banlieue et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces gens qui viennent de la banlieue, dont je fais partie. Donc pour répondre à ta question, je suis né moi sur l'île de la Réunion, mais ça c'est pour le côté exotique de l'histoire. Hein. Ma mère qui était chrétienne vient de la Réunion et mon père musulman vient des Comores. Et en fait j'ai grandi depuis l'âge d'1 an, pour le coup en région parisienne et pas forcément la banlieue la plus chic, on va dire. En fait, je sais pas, mes parents n'avaient pas vraiment d'argent, pas de diplôme. Ils avaient quitté tous les deux le système scolaire à peu près 15 ans. Mmh. Et toute leur vie, tu vois, je les ai vus essayer du mieux possible de faire tout ce qu'ils pouvaient pour faire en sorte qu'on manque de rien. Et tout en nous aidant, nous élevant bien sûr dans la tolérance des autres. Puisque quand tu as un enfant métis, tu as des parents qui viennent de religions différentes et avec une culture différente, tu vois, d'un côté africaine et de l'autre occidentale, forcément, t'as une vision du monde qui est un peu plus large qu'à l'accoutumée, tu vois. Et du coup, en étant observateur un peu de ce monde-là, sans vraiment avoir conscience, en fait, à l'époque que j'étais pauvre, je voyais bien qu'il y avait des choses basiques qu'on ne pouvait pas faire ou qu'on ne pouvait pas s'acheter. Donc, je dirais à côté de ça, comme tu as pu le remarquer, j'ai un handicap à l'œil droit, hein, je vois pas de cet œil depuis ma naissance. Et puis ma couleur de peau n'a pas forcément aidé dans un environnement. Donc depuis mon enfance, en fait, j'avais pas forcément confiance en moi. Et c'était même plutôt tout l'inverse, en fait. Et puis un jour... pardon, tu avais une question peut-être? Non, j'allais te demander justement avec toute cette histoire, comment tu avais choisi ton parcours académique, tes études, et qu'est-ce qui t'avait poussé à étudier ce que tu as étudié, tu vas nous le dire, parce que c'est souvent difficile en fait quand on est dans un cadre familial qui nous montre pas la diversité de ce qu'on peut faire en termes d'études, pour aussi que tu nous fasses un rapide point là-dessus avant qu'on entame ta partie entrepreneuriale. Mais c'est clair que l'éducation est hyper importante, hein, c'est ce que je dis toujours à chaque fois que j'ai l'occasion et la chance d'intervenir auprès de plus jeunes, si tu veux. Le problème, en fait, quand tu n'es pas forcément au bon endroit, c'est que tu n'as pas cette vision de tout ce qui est possible, en fait. Or, et c'est ce que je dis aujourd'hui, tu as beaucoup plus d'informations aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu retrouves en ligne, et ça gratuitement, ce qu'on n'avait pas à l'époque, hein, ça ne me rajeunit pas tout ça. Et en fait, comment j'ai décidé ça, finalement, ce parcours? Un jour, je pense que ça devait être aux alentours de 13 ou 14 ans, j'en avais un peu marre de me dire que j'avais du potentiel et de le voir gâché, tu vois. J'en avais marre d'être pauvre, j'en avais marre qu'on me rejette à cause de mon handicap, j'en avais marre de me prendre des portes à cause de ma couleur de peau, de mon milieu social ou encore même de mon prénom, tu vois. Et donc je me suis dit, plutôt qu'être spectateur des injustices que je voyais autour de moi, voire sur moi, je me suis dit comment je fais pour faire en sorte de prendre les choses en main. Et l'éducation était une de ces voies. Et tu vois, plutôt que en vouloir à la terre entière comme j'aurais pu, hein, tu vois, c'est un peu facile finalement. Je me suis mis à travailler sur moi, à me renseigner, à regarder ce qui était possible de faire en termes d'études, et
Et depuis ce jour-là, en fait, tu vois, je sais pas si tu connais la devise ou le leitmotiv de Georges Hébert, qui était un ancien officier de marine, qui dit plus fort pour être utile. Tu vois, je sais pas si tu connais. Ouais. Non, je connaissais pas, mais c'est génial. J'adore. Et depuis ce temps-là, j'ai vraiment ce truc gravé en moi, tu vois, plus fort pour être utile, tu vois, c'est le truc de me dire comment j'arrive, comme dans sa théorie, de travailler à la fois sur le physique et sur ton mental, sur ton éducation, sur ta volonté, sur ton courage, pour finalement commencer par toi-même te sortir de ta condition, être bien avec qui tu es, pour ensuite t'efforcer à aider les autres, en fait, tu vois. Donc pour ça, j'ai lu des tonnes de bouquins, je suis allé, j'ai fait des tonnes d'expériences, on va dire des expériences plus ou moins intelligentes parfois, mais pour tester un peu les limites, mais aussi tester les limites de soi-même, tu vois, par exemple comme combien de jours je peux rester sans dormir. Ouais, mais c'est intéressant parce que moi je connais ton projet, mais nos auditeurs et auditrices, vous verrez que cette vision-là se retrouve exactement dans le projet de Salim. Donc c'est génial. Et du coup, ouais, vas-y. Je disais, et ça c'est marrant parce qu'à tout âge, tu vois, je faisais ça quand j'étais jeune, et pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai fait une autre expérience qui était combien de temps je peux rester sans manger. Est-ce que tu connais la réponse? Non, mais j'imagine assez longtemps parce que le corps humain est incroyable. Ouais, c'est incroyable. 18 jours. Je suis resté 18 jours sans manger, tu vois. Donc je fais des trucs complètement fous parfois, mais c'est comme ça, au moins, avec tout ce que j'ai pu expérimenter, aujourd'hui j'ai 47 ans, je me connais bien. Tu vois, je considère que je me connais bien, je sais ce qui me va, ce qui ne me va pas, comment je peux m'épanouir, et finalement, comment je peux essayer d'avoir un impact sur moi-même, et encore une fois, pour avoir un impact sur les autres. Donc après, pour répondre concrètement à ta question, moi j'ai fait des études classiques. J'avais pas beaucoup d'argent, mais quand même, comme je travaillais à côté, j'ai toujours, depuis l'âge de 16 ans, travaillé pour payer mes études, si tu veux. Donc j'ai fait un bac B, parce que très rapidement, je me suis rendu compte que j'étais curieux de tout, tu vois. Je me suis dit, tiens, c'est la voie qui va t'amener un petit peu à tout. Et j'ai fait ensuite, après un bac B, j'ai fait une business school, l'EM Normandie. Puis après, j'ai fait une autre business school, le SCP. Puis après, j'ai fait encore une autre business school dans la partie business school de Stanford, tu vois, pour être bien en maîtrise. Mais en fait, c'est un peu le côté positif ou négatif chez moi, c'est que je suis à fond, et quand je suis à fond, donc je veux connaître le truc à fond. Donc voilà. Et depuis, j'arrête pas de me former en continu, ça c'est clair. Et tu te formes en continu et t'es resté extrêmement curieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que t'es tombé très tôt dans le bain de l'entrepreneuriat et du digital. Est-ce que tu peux revenir sur ça? Comment ça s'est passé pour toi, ce déclic d'entreprendre? À quel moment ça a commencé? Parce que t'as travaillé avant d'entreprendre. Donc comment ça s'est passé dans ta tête, ce passage à l'acte? Ouais, en fait, c'est assez rigolo, comme je te disais, j'étais assez curieux, et il y avait plein de trucs qui me passionnaient. En fait, le goût de l'entrepreneuriat, du business et du marketing, je l'ai eu, je me souviens, c'était au collège, tu vois. Et je me souviens, à cette époque, mon père m'avait acheté pour la rentrée scolaire des trombones de couleur. Tu vois, c'est génial, la chance. Ah non, c'est pas tout bête. C'est très important. Et tu vois, et en fait, j'étais le seul dans ma classe à avoir des trombones de couleur. Tu vois. Tous les autres enfants avaient des trombones gris. Et je me souviens comme si c'était hier, tu vois, je suis rentré un soir, et j'ai dit, le soir, je suis rentré et j'ai dit à mon père, est-ce que tu pourrais m'acheter une nouvelle boîte de trombones, tu vois. Et là, évidemment, il m'a demandé, mais comment c'est possible, car il venait de me donner une boîte toute neuve, tu vois. Et là, je lui ai expliqué que je les avais tous vendus. C'est bien, mon fils, bravo. Exactement. Et là, au lieu de me gronder, il m'a dit, tire-le-moi, mon fils, tu vois. Et du coup, moi, quand je suis retourné au collège avec une nouvelle boîte, j'ai commencé à comprendre les bases du commerce, la loi de l'offre et de la demande, l'élasticité des prix, la différenciation produit, tu vois, le couleur versus gris, la segmentation. Les filles, par exemple, pardon pour le cliché, mais préféraient les roses. Donc, c'était plus cher. Et les garçons, ils préféraient les bleus. Donc, comme il y en avait moins, c'était aussi plus cher, tu vois. Donc, tu fais la segmentation et tu commences à comprendre, finalement, que t'aimes bien ça, satisfaire le client, et puis trouver un petit peu comment tu vas avoir des éléments différenciateurs. Puis tu vois, et puis en grandissant, j'ai continué à vendre des trucs. C'était d'abord des cassettes, puis des CD de musique, des chaussures. Puis après, j'ai développé carrément, quand j'étais en école de business, en école de commerce, j'ai développé un vrai business de vente d'ordinateurs. Tu vois, j'avais des flyers dans l'école et tout. J'avais vraiment ma petite entreprise, tu vois, où je me souviens, le directeur de l'école m'avait dit, c'est bien, c'est ce que vous mettez en application, ce qu'on vous apprend à l'école, mais par contre, si tu pouvais éviter de dénigrer la salle informatique sur tes flyers, ce serait pas mal, tu vois. Et donc là, tu vois, tu mets un peu d'éthique dans la façon de faire ton business. Donc en fait, j'étais vraiment tombé amoureux de l'informatique dans les années 80, tu vois. Et quelque part, c'est assez rigolo parce que j'en parlais récemment avec pas mal de gens de l'éducation, justement, par rapport à la pandémie.
Et en fait, on a tendance à oublier, alors je sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais on a tendance à oublier que au début, la France était vraiment aux avant-garde, tu vois. Moi, j'ai découvert l'informatique grâce au collège. Tu vois, il y avait je sais pas si t'as connu, hein, peut-être pas, je crois que t'es plus jeune que moi, mais le Thomson MO5. C'était même le Thomson TO7, tu vois. Donc il y avait le MO5 et moi j'étais fou, tu vois, tu voyais ça à l'école et j'étais complètement subjugué par tout ce qu'on pouvait faire avec ça. Donc je suis rentré à la maison, je pensais qu'à ça, tu vois. Et un jour, je sais pas comment il a fait. Sans doute qu'il s'endettait encore un petit peu plus parce que mes parents étaient assez surendettés en fait. Mais mon père m'a ramené une fois à mon anniversaire, je crois, tu vois, ça devait être genre à mes 12 ans, quoi, tu vois, un Amstrad CPC 464. Si jamais t'as pas vu à quoi ça ressemble. Je n'ai pas vu à quoi ça ressemble. Sur Internet, tu regardes Amstrad CPC 464 d'occasion, tu vois. Et ces ordinateurs, il y a même pas de disquette encore. À l'époque, il y a des cassettes, tu vois, des cassettes à bande. C'était un truc de fou. Et déjà, tu vois, je me disais, mais waouh, c'est dingue, quoi, tu vois. Et tu commences à, c'est là où j'ai commencé à apprendre. T'étais dedans, j'étais dedans hyper tôt. Et tu vois, on faisait, c'est où j'ai appris à coder, mais de façon très basique d'ailleurs. Le langage à l'époque déjà s'appelait juste Basic en fait, parce que c'est tellement basique, ça s'appelait Basic, tu vois. Et là, donc là, c'était vraiment la découverte de l'informatique. Puis après, en 95, quand j'étais encore étudiant, j'ai découvert Internet. Et là, pareil, j'ai la tête qui a explosé, quoi. Tu vois, je me suis dit, t'es pas le seul. Waouh, tu vois, je me suis dit, mais c'est fou, ça veut dire que maintenant, tu peux accéder à tout, partout, n'importe quand, quoi. Et encore aujourd'hui, après 25 ans dans cet univers de la tech, je reste complètement émerveillé avec les possibilités quasi infinies de tout ce qu'on peut faire avec l'internet et le digital, tu vois. Donc, tu vois, finalement, parcours assez simple, business school, puis après, je suis allé dans un petit fournisseur internet, un fournisseur d'accès, appelé Code Provider. Donc, merci à eux de m'avoir mis le pied à l'étrier. J'étais allé les voir, je me souviens, j'étais encore étudiant, et je suis allé les voir et je leur ai dit, écoutez, parce que vous voyez, je connais pas Internet, tu sais, genre l'internet et les internets. Les internets. Vous avez l'air de connaître. Par contre, vous avez pas l'air de connaître le marketing. Donc je peux vous aider à faire du marketing. Vous m'apprenez Internet, tu vois. C'était un peu un deal comme ça où en fait, ils me payaient pas, mais ils m'apprenaient des trucs. Et donc j'ai fait ça pendant ma scolarité. Puis après, j'ai commencé à monter une boîte. Donc qui était une agence de communication, en fait, ce qu'on appelait des web agencies à l'époque. C'était hyper tôt en plus. Donc là, c'était fin des années 90, c'est ça? C'était en 97, je crois, pour être exact. J'avais 23 ans à l'époque. Non, j'avais 21. Non, c'était en 96 que j'ai monté ça, je crois. Ouais, donc t'es tout jeune, en fait. Ouais. J'avais une vingtaine d'années, tu vois, et on avait monté ça avec des copains d'école, tu sais, un peu genre Silicon Valley, mais avec beaucoup moins de moyens que dans la Silicon Valley. Tu sais, à l'époque, t'avais pas le cloud, donc t'achetais tes propres ordinateurs pour se servir de serveurs, etc. Bien sûr. Et après, donc, on a revendu ça au début des années 2000 au groupe Business et Décision. Et puis entre-temps, j'avais été recruté par l'équipe fondatrice de France, ça s'appelait France Télécom Interactive à l'époque, puis qui est devenu Wanadoo, puis qui est devenu Orange. Et puis après, j'ai monté l'offre Wanadoo Pro, et puis voilà, quoi. Donc et c'était parti. C'était parti. Et ça m'a jamais quitté, quoi. Et tu as fait quoi après le rachat? Parce que du coup, donc tu crées ta boîte, tu commences à avoir tes clients, tu vois que ça marche, t'es dans le digital, t'es dans l'internet. Qu'est-ce que tu te dis quand tu revends ce premier projet? Parce qu'en général, soit les entrepreneurs ils s'arrêtent, soit là c'est le tournant définitif et c'est la création d'entreprise en série qui arrive derrière. Donc qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vends ce premier projet en fait? En fait, dans ma tête, quand je vends, effectivement, il se passe plein de choses dans ma tête. Globalement, il se passe plein de choses en général dans ma tête. Oui, je vois. On est parfois un peu nombreux, mais là, donc clairement, je me retrouve avec une belle somme d'argent, pas suffisamment pour m'arrêter de travailler jusqu'à la fin de mes jours. Et puis finalement, ça tombe bien parce que moi, j'adore travailler. C'est pas ton but, pas bien sûr. Non, c'est pas. Mais par contre, je pouvais me payer vraiment tout ce que je voulais, quoi. Tu vois. Et puis en plus, quand tu viens vraiment t'as pas d'argent. Ouais, t'es jeune, c'est dingue. Ouais, c'est un ça, changement énorme. Je vais avoir 25 ans, tu vois, t'arrives dans un concessionnaire que je ne nommerai pas et t'achètes une belle voiture de sport cash et le gars il te dit mince, pourquoi, c'était qui, enfin, tu vois. Donc là, je pense que j'ai fait tous les trucs du jeune con un peu arrogant. Ouais, mais il faut les faire. La caricature du nouveau riche, tu vois, qui roule en voiture de sport, puis qui prend un peu le melon, tu vois, le truc genre t'as plus de leçons à recevoir de personne, t'as compris la vie, toi, tu sais comment ça fonctionne. Et j'ai eu la chance d'être bien entouré, tu vois, donc les gens m'ont descendu un peu sur terre en me disant c'est bon, t'as juste vendu une boîte, calme-toi, quoi, tu vois. Et donc là j'ai pris un peu quelques mois de réflexion et tu vois, au fil de mes réflexions, j'ai débarqué en Grèce, donc je voyageais aussi un peu. Et là je me suis lancé avec un ami qui était mon
responsable marketing à l'époque quand j'étais chez Wanadoo, dans la création d'une pâtisserie de graisse, tu vois, tout bête encore une fois, on était en train de déjeuner, et puis à un moment on commande une pâtisserie, le truc était assez, pardon l'expression, mais c'était assez dégueu, quoi, tu vois. Et sur le ton de la boutade, il me dit, tiens, on montrait pas une pâtisserie là? Et tu sais, moi genre, je lui dire, mais si toi tu parles, je fais, ouais, pourquoi pas, tu vois. On a du temps, on a de l'argent, ouais, on va monter une pâtisserie, quoi, pourquoi pas. Et en fait, donc, on n'y connaissait que dalle, mais ce qui était intéressant pour moi, c'était vraiment le défi, en fait, de me dire. Ouais. Et de te remettre à apprendre aussi, j'imagine, de te mettre à apprendre dans quelque chose que tu connaissais pas. Exactement. Tu vois, on était tous les deux à fond dedans. On a lu à peu près tout ce qui s'écrivait sur non, mais vraiment sur la pâtisserie, sur le chocolat. Je sais tempérer le chocolat, je sais faire les trucs, je sais tout faire. C'est pas moi qui faisais parce qu'il y avait un pâtissier pour ça, mais quand même, je voulais savoir. Tu sais, c'est un peu comme quand tu montes une boîte tech, t'as besoin, même si tu sais pas tu vas pas coder, tu dois comprendre comment ça fonctionne, Bien sûr. Tu vois. Et donc, j'ai voulu vraiment apprendre. Et là, on s'était fixé ce challenge de créer un truc qui fonctionne. Et puis, comme toujours, quand tu lances dans un truc que tu connais pas et puis et que t'as des gens un peu grincheux, ils vont te prédire que tu vas te planter, évidemment, tu vois. Ce qui s'est pas passé, parce que c'était un vrai succès. On a vraiment bien cartonné. Et puis finalement, tu vois, on était une des une des chaînes de pâtisserie les plus en vogue à Athènes à l'époque. Incroyable. Et à peine un an après, tu vois, on a eu des discussions de rachat, par exemple avec des boîtes comme Fauchon, tu vois, et c'était assez fou parce que j'étais à la Madeleine devant le DG de Fauchon, je lui ai expliqué comment on faisait le truc, il me dit non, vraiment, il me dit mais ça fait 10 ans que vous êtes dans la pâtisserie. Exactement. Il me dit non, allez, vous moquez de moi là, ça fait pas un an que vous faites ça. J'ai dit si, mais nous on est des bourrins, tu vois, on apprend et on emmagasine, tu vois, et on a testé plein de trucs, tu vois. Enfin, c'était assez fou, quoi. Donc mais finalement, en fait, au-delà du fait que je sois très gourmand, c'est pas un univers qui était le mien, tu vois, j'aime la pâtisserie, mais le fooding en général, c'est pas forcément un truc, c'était juste un pari. Non, c'est le défi, oui. Exactement, c'est ça, c'était le défi. Puis j'ai vendu mes parts et puis aussi je me suis marié à l'époque, donc il fallait que je revienne en France parce que mon ex future femme était ça fait un peu bizarre ça. Ex future femme, mais t'as compris l'idée. J'ai compris. Donc elle était à Paris, donc le deal c'était soit je reviens soit je rentre, et donc ils se mariaient, ils eurent des enfants et c'était cool, quoi, tu vois. Et surtout, tu rentres pas pour rien, tu rentres pour rejoindre Alcatel en 2004, ça j'avais fait mes petites recherches, et à l'époque, Alcatel, faut le remettre dans le contexte, mais c'est vraiment le pionnier des telcos, et tu rentres en parallèle dans un club de directeurs marketing de l'IT, donc ça, peut-être tu nous diras plus en détail ce que c'est, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, je m'en rappelle, parce que je venais de prendre mon poste de DG d'EdTech France, et tu m'as dit, tu sais Anne-Charlotte, moi j'ai toujours été dans la pièce, soit le plus jeune, soit le plus noir, soit le plus handicapé, soit les trois. Donc l'âge, l'apparence physique, ça ne change absolument rien. Et du coup, en effet, ça n'a rien changé pour toi parce que tu finis par présider ce club. Et surtout cette phrase, ça m'a vraiment resté dans la tête au cours de ma prise de poste. Et je pense que tu as vraiment raison. Du coup, merci pour ça déjà. Et après, peut-être que tu peux revenir sur cette expérience du club de directeurs marketing de l'IT et surtout nous dire à quoi ça sert le marketing dans l'IT et dans la tech, parce que souvent on le délaisse un peu au profit d'autres fonctions qui sont plus tech du coup. Donc voilà, on est preneur de ton insight sur le marketing dans la tech. Ouais, non, c'est clair, mais finalement, c'est un peu comme toi aujourd'hui, être une femme jeune à la tête de EdTech France, tu vois, je pense que tu vois un petit peu ce que j'ai pu vivre. Hein, on s'attend plutôt à voir un homme plutôt 40, 50 ans, et puis tu vois, donc ouais, mais c'est ça en fait, il y a pas vraiment de barrière aujourd'hui, en tout cas, faut pas en avoir, tu vois. Complètement. Et juste avant de parler de mon expérience d'Alcatel, tu vois, si on revient sur le pourquoi je suis entrepreneur, et enfin on en reparlera peut-être après, mais moi ce que j'ai aimé notamment dans la pâtisserie, mais dans toutes les expériences que j'ai pu avoir, c'est si tu prends un sujet et tu rentres à fond dedans, en fait, tu vois, et tu essaies de le maîtriser le plus possible. Et tu vois, j'adore monter une équipe, les faire rêver, les faire progresser, se dépasser. Et puis tu vois, je me souviens et ça m'est arrivé vraiment tout au long de ma carrière, mais pour un truc même aussi trivial que la pâtisserie que je connaissais pas, quand à un moment, t'as ton pâtissier qui vient te voir, et lui, ça fait 10, 15 ans qu'il fait ça. Il te dit, ouais, merci Salim, parce que je pensais pas que j'étais capable d'arriver à un tel niveau. Ouais, c'est incroyable. Dis, ouais, c'est génial, parce que t'as réussi à pousser quelqu'un au-delà de même de ce qu'il pensait. Et ça, c'est vraiment une croyance hyper forte chez moi, de me dire qu'en fait, on n'exploite pas assez ces choses, et on en reparlera après, plus tard, sans doute quand on parlera de Mars, mais c'est vraiment de se dire, il faut pousser. Et tu vois, moi, c'est ce qui me motive avant tout, c'est de construire des choses, me rendre utile, et me dépasser. Toujours comme ce que je disais par rapport à Georges Hébert, être plus fort pour être utile.
chaque jour, j'essaie de m'améliorer en permanence. Donc, pour revenir à ta question, pardon, sur le club des directeurs marketing de l'IT, en fait, avant même d'arriver, tu vois, si on suit la progression, avant même d'arriver là, quand je rentre en France, j'ai monté une pâtisserie, tu vois, et les recruteurs, moi je pensais que tu vois, j'étais super fier, tu vois, et là, tu vois, tu retombes dans une case, c'est pour ça que je parlais des cases au début. Ouais, T'as les recruteurs qui disent, mais pourquoi vous êtes dans la tech, monsieur, vous êtes pâtissier, tu vois. Et t'as beau expliquer, oui, non, mais regarde mon parcours avant, tout ça, etc. Non, mais là, votre dernière expérience, donc, et tu comprenais pas. Tu vois, eux ne comprenaient pas pourquoi je cherchais à revenir dans la tech. Moi, je comprenais pas pourquoi il fallait être dans une case, tu vois. Et bon, quoi qu'il en soit, j'ai fini par rentrer, comme tu disais, chez Alcatel. Et ça va être rendre à Alcatel, même si ça a périclité un peu depuis, mais si tu veux, c'est vrai que à l'époque, surtout avec les Bell Labs, en fait, donc c'était Alcatel et Lucent, les gens qui ont inventé la DSL, qui ont inventé les communications par satellite. Donc c'était vraiment le Google de l'époque, si tu veux, un truc. Oui, bien sûr. Tu te dis, waouh, c'est super advanced au niveau tech, tu vois. Et donc de fil en aiguille, je me retrouve à effectivement aller dans ce club de directeur marketing. Et là, en fait, j'étais en tant que membre, en fait. Puis après, je me suis mis au bureau, au conseil d'administration. Et puis après, le conseil d'administration m'a demandé si je souhaitais présenter aux élections. Je dis pourquoi pas. Faut toujours dire oui. Faut toujours dire oui. Exactement. Je me suis dit oui, pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que à l'époque, il y avait un des membres qui m'avait dit quand j'avais été élu, en fait, il me dit pareil. Tu me dis c'est bizarre parce que d'habitude, t'as des gens un peu plus âgés. Moi, j'avais à peine une trentaine d'années, tu vois, exactement. Et je lui dis mais et j'en revenais à ce que je te disais là sur plus fort pour être utile. Je lui disais en fait moi, je vois ma vie avec plusieurs étapes. La première, c'était de me sortir pardon de l'expression, de ma merde, hein, si tu veux. Bien sûr. Après, d'essayer d'aider un peu ma communauté, celle que j'aimais, c'est-à-dire la passion du marketing, la passion du business. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce truc de président de ce club de directeurs marketing. Et j'avais dit à l'époque, et je suis content parce que c'est cette phase dans laquelle on est maintenant et qui me passionne, et après, une fois que j'aurais fait ça, mon next step, c'est de travailler sur les égalités et le fait que les gens se sentent beaucoup plus épanouis, en fait. Tu vois, et ça, on était, je sais pas, dans au milieu des années 2000. Et je savais déjà ce que j'allais faire, mais tu vois, je me disais, bon, voilà, c'est vers ça que je veux aller, tu vois. Et en fait, le marketing, pour revenir au marketing dans la tech, qui était ta question aussi, c'était vrai à l'époque, c'est toujours vrai aujourd'hui. En fait, c'est toujours le parent pauvre, en fait. Ah oui. Et ça m'a toujours tué, en fait, tu vois, parce que souvent, en fait, les entreprises tech sont faites par des ingénieurs. Souvent, ce sont des ingénieurs qui lancent et ils partent du principe que si le produit est super bon, forcément, ça va se vendre. La réalité, c'est qu'il y a plein de super bons produits qui sont au cimetière, et Google en avait plein d'ailleurs, et d'autres boîtes aussi. Et il y a plein de produits assez pourris, et j'en nommerai pas parce que certains directeurs marketing sont des amis, mais parce qu'ils sont de bons, et ça se vend, tu vois. Donc il y a les deux en fait, tu vois. Et donc là, il faut vraiment comprendre que le marketing est hyper important dans une boîte tech. Que ce soit en B2B et en B2C d'ailleurs, parce qu'on a tendance à dire que le B2B, non, il n'y a pas besoin. Si, il y a aussi besoin de marketing. C'est pas forcément exactement le même, mais c'est pas loin non plus. Il y a pas mal de recoupements. Mais ça, il faudra un autre podcast pour que je te parle beaucoup de marketing. C'est un truc évidemment qui me passionne. Et non, et d'autant plus dans les secteurs de l'éducation et de la formation, donc de la EdTech, je trouve que cette brique marketing est vraiment capitale, parce qu'il y a aussi une problématique d'évangélisation et de faire comprendre aux gens l'importance de se former, d'apprendre, etc. Donc on en reparlera par la suite, mais c'est vrai que c'est assez passionnant. Et tout ça, en fait, tu parlais de parcours de vie et de savoir assez tôt où tu voulais aller. Ce qui est fou, c'est que finalement Google te contacte et tu finis par rejoindre Google. Donc c'est une brique de plus vers ton projet final. Et au sein de Google, tu passes par différents échelons, tu es entre Paris et les US, et tu vis finalement le rêve américain. Et c'est vrai que vu ton point de départ, c'est assez fou de te dire que tu arrives chez Google, tu es là où tout se passe, et pourtant tu as rapidement besoin de changement. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que de l'extérieur, c'est vrai que c'est un peu le job peut-être parfait, j'en sais rien, pour quelqu'un qui a ton parcours. Donc qu'est-ce qui se passe à cette époque? Rapidement, je suis pas parti rapidement, je suis resté presque 8 ans quand même. Hein, donc, Ah oui, je pensais que tu avais fait 4 ans. Ah non, 8 ans, t'es pas du tout parti rapidement. Je suis pas parti rapidement, mais c'est rigolo parce que au début, je leur avais dit bon, je viens pour voir 1 an, tu vois. Et voilà, donc au final, je suis resté presque 8 ans, donc c'est énorme. Non, c'est énorme. En fait, j'ai des cycles en général de 7 ans à peu près dans les aventures que je fais. C'est pour ça que là, ce que je disais à mon équipe là sur Mars, le projet dont on parlera après, je dis
on est parti au moins pour 5-7 ans. Donc, si vous voulez débarquer, c'est maintenant. Sinon, on est parti pour un bon moment. Donc, ouais, non, ça, c'est super important. Mais attends, je voulais te dire un autre truc. J'ai oublié sur ce qu'on se disait tout à l'heure sur la cohérence des briques de ton parcours. Non, c'était pas ça. Ouais, non, je sais plus. Moi, c'est pas très grave. Tu vas retrouver. Ouais, c'est vrai, je retrouverai. Mais tu vois, donc pour revenir à Google, en fait, quand ils me contactent, je suis en train de partir. Je suis en train de préparer mon départ d'Alcatel-Lucent. Donc c'était bien et en même temps pas bien parce que je suis en train de remonter aussi une nouvelle startup. Tu vois, j'avais commencé à bosser sur des projets et puis à contacter des gens. Ouais. Et là, le premier entretien que je passe chez Google, donc c'est avec le CMO monde en fait. Donc CMO, Chief Marketing Officer. Ouais. T'as quel âge là, Salim, pour qu'on se remette dans le contexte? J'ai quelle année? Tac, j'ai. T'as même pas 40 ans. Non, je dois avoir. J'étais encore jeune à l'époque. Je dois avoir 38 ans, je crois. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Ça allait tellement vite en fait. Ton parcours est extrêmement rapide. Mais c'est marrant parce qu'en fait, j'avais 38 ans et avant d'arriver chez Google, partout, j'étais toujours le plus jeune. Mais oui, j'étais parmi les plus anciens, tu vois. J'arrive et tu vois, je demande c'est quoi l'âge moyen, on me disait tu vois, il était même pas à 30 ans l'âge moyen, ça devait être genre 27 ou 28 ans, donc je me retrouve genre je suis parmi tu vois les anciens, donc c'est assez marrant. Et donc ce CMO, donc Chief Marketing Officer me convainc de me dire ouais, écoute c'est une startup dans une startup. Ce qu'on est en train de créer, c'est Google Cloud, c'est vraiment le truc de demain, tu vois. Là aujourd'hui tout est on-premise, donc tout est dans les boîtes et nous on est en train de le mettre dans le cloud, tu vois. Donc je connaissais évidemment le cloud, mais c'était vraiment le début, tu vois. À l'époque où des Oracle par exemple disaient non, ça marchera jamais, tu vois. Et là je me dis écoute, je vais tester l'aventure comme je te disais pendant un an et puis on verra bien. Et puis il avait raison en fait, c'était vraiment incroyable quoi, c'est allé hyper vite. Tu vois, c'était, je sais pas, tu vois, c'est, comment dirais-je, il y avait des gens qui étaient hyper motivés, il y avait, de toute façon, ça a été fulgurant. Toute cette époque, elle était fulgurante. Et puis c'était des gens de super bon niveau, bienveillants. Enfin, j'ai passé de très très belles années chez Google, hein, tu vois, c'était. T'étais plutôt à Paris ou plutôt aux États-Unis? Au début, j'étais un peu partout en fait, parce que, au début, j'étais partout un peu en Europe du Sud. Donc, j'étais en Europe du Sud. Après, donc du coup, j'ai pris l'Europe du Sud, Afrique et Middle East, si tu veux. Et donc, quand j'étais Afrique, Middle East, soit j'étais beaucoup en Europe, Afrique et Middle East, donc je voyageais tout le temps. Et même si on faisait beaucoup de visioconférences, hein, tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en reparlera peut-être après, mais visioconférences, ça fait 15 ans que je fais des visioconférences, donc quelque part, ça change pas grand-chose pour moi. Mais et surtout, manager des équipes à distance, ça c'est quelque chose. Ça c'est autre chose. Mais qui s'apprend en fait, tu vois, parce que j'ai toujours fait ça, toujours, ça fait 15 ans au moins. Mais donc tout ça pour dire que comme j'avais cette charge j'étais en charge de IMIA, donc je passais pas mal de temps aussi aux États-Unis, un peu en Asie aussi avec des homologues en Asie. Donc non, j'ai vraiment énormément voyagé. C'était assez fou quoi. C'était vraiment la belle période pour moi chez Google où t'avais l'impression que tout était dingue. T'étais au cœur du réacteur, tu vois. Mais du réacteur mondial en plus. Voilà, du réacteur mondial, tu vois. Quand tu vas à Mountain View, t'es vraiment en plein dedans. Mais même pas tant juste au niveau de la techno. Et ça c'est important, tu vois. Je regardais je crois que c'était ton dernier podcast où tu parlais du Future of Work. Oui. Le future of work, effectivement, souvent on pense que c'est de la techno, mais c'est pas que ça. Il y a une avance managériale, une façon de faire différente. Où aujourd'hui, quand tu regardes dans beaucoup d'entreprises, on est encore au siècle dernier dans la façon dont on gère les gens, dont on gère les projets, tu vois. Et se dire qu'on découvre le télétravail en 2020 à cause d'une pandémie, c'est juste fou, tu vois. Donc il y avait tout ça en fait de nouveau. J'étais vraiment passionné par tout ça, donc aussi bien la partie tech que la partie humaine en fait, si tu veux. Et du coup en 2014 je crois que j'avais réalisé une étude avec Deloitte, une étude pan-européenne pour démontrer avec chiffres à l'appui que en fait un salarié épanoui était 30% plus productif en fait qu'un autre. En 2014, c'est fou. Donc t'étais déjà sur l'épanouissement, le bonheur au travail et sur le lien avec la productivité en tant que salarié. Ah ouais. C'était commandé par Google ou c'était ton initiative? Non, c'était mon initiative. C'était clairement mon initiative. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai toujours été fasciné par le pouvoir de l'esprit. Tu vois, j'ai lu énormément sur le sujet. Bon, accessoirement, j'avais pas prévu d'en parler, mais je te le dis, j'étais dans le coma à l'âge de 19 ans. Donc, j'ai vraiment travaillé sur comment tu vois, je passais plus d'une semaine dans le coma. Donc, quand tu te réveilles, comment tu arrives à te motiver à sortir de tout ça, en fait, tu vois. Donc, j'ai énormément lu sur le truc. Et puis après, de fil en aiguille avec mes différentes équipes, tu vois, tu peux me donner n'importe quelle équipe, même si c'était pas les meilleurs, à un moment, en les motivant, en travaillant le collectif, on arrivait à battre des équipes qui étaient avec un plus gros budget, avec plus de people, même avec des gens qui individuellement étaient meilleurs. Mais comment tu sors le meilleur de chacun, tu vois. Et finalement, tu te rends compte que
il suffit pas juste d'être le meilleur, c'est beaucoup plus que ça. Il faut être équilibré, il faut être épanoui. Et c'est pour ça que j'avais lancé cette étude pour montrer, avec des chiffres. Je n'étais pas le premier, je pense qu'il y en a eu d'autres qui ont fait des choses comme ça avant et beaucoup depuis. Mais c'est vrai que moi, je me suis toujours dit que l'être humain ne pousse pas assez ses capacités, si tu veux. Et pas juste pour être plus fort, un super-héros, etc., mais juste pour être épanoui, tu vois. Et c'est ce que j'ai découvert chez Google. Après, attention, je fais pas l'apologie non plus de Google. Il y a eu de très très belles choses, il y en a eu des moins bonnes, et notamment il y a certaines choses qui m'ont fait partir, si tu veux, parce que soit la boîte avait changé, ou soit c'est des choses que j'avais pas vues avant, mais tu vois, j'ai vu notamment, et c'est vrai ailleurs, donc je veux pas incriminer Google, mais j'ai vu des collègues qui se rendaient malades pour le travail, tu vois, qui partaient en dépression, qui petit à petit perdaient leurs illusions, leurs convictions, même leur estime d'eux-mêmes, tu vois. Et quand t'aimes travailler, quand t'aimes bosser sur des projets, tu dis mais pourquoi on se met dans ces états-là, tu vois. On arrivait là, mais bien sûr. Pourquoi on arrivait là. Donc du coup, je me suis posé plein de questions, en commençant par finalement, est-ce que c'est est-ce que c'est possible comment c'était possible de ne pas être heureux pour certains, voire beaucoup, alors que tu vis dans une des sociétés, justement, tu vois, dès que tu dis Google, tout le monde rêve, se dit waouh, c'est génial, c'est le dream job. Et c'est vrai qu'il y a plein d'avantages, si tu veux, mais je me disais, mais pourtant il y en a qui ne le vont pas. Et donc tu vois, là où je voulais à un moment aider des populations plus défavorisées, là je me suis dit, en fait, c'est pas que des populations défavorisées, parce que beaucoup, alors ça arrive, mais c'est assez rare dans les boîtes tech, tu serais d'ailleurs étonné de voir par exemple le faible nombre de personnes de couleur qu'il y a dans les boîtes tech. Ouais, ça m'étonne pas. Je sais pas, faut qu'on regarde, mais il y a un petit sujet sur ça, c'est pareil. Un gros sujet. Un petit sujet, c'est un doux euphémisme, mais il y a un vrai problème là-dessus, si tu veux. Mais donc c'est pas que des personnes qui sont pas bien nées, si tu veux, c'est aussi même des gens qui ont été relativement privilégiés, donc mais qui ne se sentent pas bien. Et donc j'ai commencé vraiment cette réflexion en me disant finalement, où que tu sois né, tu es dans une période, enfin pas moi ça allait plutôt bien, mais je vois des gens qui vont pas bien. Et tu vois, il y avait une étude d'ailleurs que je lisais il y a quelques mois qui montrait qu'un tiers de la population mondiale s'en sent pas épanoui. Tu vois, donc un tiers, c'est juste énorme, tu vois. C'est énorme, et ce qui est fou, c'est que toi, tu amorces cette réflexion chez Google avant même qu'on soit dans la situation de crise sanitaire actuelle, d'angoisse, etc. Et surtout de télétravail, comme tu le disais, à marche forcée dans des structures qui sont pas forcément capables de manager à distance. Et du coup, toute la souffrance psychologique qui a été liée à cette digitalisation forcée et au confinement a un impact énorme sur la productivité des gens, et surtout leur incapacité à parfois voir en eux qu'ils ont les clés pour être plus heureux. Et du coup, c'est vrai que ta réflexion, elle a commencé avant la période actuelle, qui cristallise justement ce besoin d'avoir les clés, les outils pour reprendre entre guillemets sa vie en main, et travailler sur le bien-être mental, physique et au travail. Et du coup, on arrive au point crucial du podcast sur le lancement de mars, parce que justement, c'est pas anodin le confinement sur ton projet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a constitué une première pierre dans le lancement de mars, le premier confinement? Non, mais c'est clair que oui, c'est pas. Alors c'est vrai que chaque jour on voit des nouveaux projets qui se lancent depuis un an, et c'est tant mieux, parce que je pense qu'il y a de quoi faire. Après, il y a du bon et du moins bon, mais toi, ça faisait 4 ans que tu l'avais dans les rails. Ça fait beaucoup plus de temps que ça en réalité, parce que j'ai toujours énormément travaillé l'aspect managérial, si tu veux. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, qu'est-ce qui se passe quand t'es manager ? T'as un bon professionnel, et parce que t'es un bon professionnel, on te promeut manager. Exactement. Mais on te forme pas. Et ça, j'ai toujours trouvé ça fou. Donc moi, j'ai eu des mauvais managers, et j'ai tout fait pour ne pas être un mauvais manager. Alors après, j'étais peut-être pas le meilleur, mais j'ai tout fait pour être pas un mauvais manager, si tu veux. Donc ça, c'est hyper important. Et puis après, quand tu regardes dans ta vie personnelle, je trouve que j'ai eu des jumeaux. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais des jumeaux. Tu m'avais dit que tu dois les manager, justement. Mais au-delà de ça, si tu veux, des jumeaux comme tout jumeau, en fait, ils naissent le même jour. En fait, ils naissent le même jour à la même heure. Et en fait, alors qu'ils avaient la même éducation, qu'ils avaient les mêmes gènes, si tu veux, il y en avait un qui voyait toujours le verre à moitié vide et l'autre le verre à moitié plein. Ça, c'est absolument fascinant. Voilà, c'est vraiment, c'est le mot, Charles, c'est fascinant. C'est incroyable. Moi, j'ai lu des tonnes de trucs pareils sur le sujet, en me disant, mais comment j'arrive à faire voir le verre à moitié plein à celui qui voit le verre à moitié vide, tu vois? Donc, on a essayé plein de trucs, et puis aujourd'hui, à 95-99% du temps, il voit le verre à moitié plein, et ça, c'est cool. Tu te dis, donc, si j'arrive à le faire
pour mes enfants, si j'arrive à le faire avec mes équipes, pourquoi on le ferait pas à plus grande échelle, en fait, tu vois? Et c'est là où j'ai commencé vraiment à réfléchir à comment on peut tacler ce sujet, tu vois, de façon un peu frénétique, de me dire, comment tu arrives à faire en sorte que les gens se sentent épanouis, tu vois, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Et du coup, j'ai réfléchi et je pense que Mars, en fait, effectivement, c'est pas la solution au problème. J'ai pas comment dirais-je, la croyance de dire qu'on va apporter toute la solution, mais je pense qu'on apporte une bonne partie de la solution. Et donc effectivement, quand j'ai quitté Google en février 2020, et tout de suite après, c'était la pandémie, tu vois. Donc pandémie. Ah ouais, février 2020. Ah là là, c'est le destin. Ouais, mais alors c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui me disent ouais, mais alors si t'avais su, est-ce que tu serais parti? Et je leur dis ouais, en fait, j'aurais dû partir même plus tôt parce que finalement, je suis pas prêt. Je suis pas prêt pour aider tous ces gens qui ont besoin, tu vois. Donc là, on se retrouve, tu vois, je me souviens, j'étais dans un voyage à New York, je reviens, paf, confiné. Et je me retourne vers la petite équipe que j'avais constituée et on se dit tiens ok, qu'est-ce qu'on peut faire, sachant qu'on avait prévu de sortir un premier produit vers la fin de l'année. Et là tu te dis bon. Donc on a réfléchi, on a commencé à monter à base d'études plein de trucs et on a fait un challenge en fait qu'on a appelé Dépassez-vous, justement parce qu'on voyait qu'en fait il y avait des gens qui commençaient à s'ennuyer fortement dans le confinement. Bien sûr. Voire à sombrer dans la morosité ou la déprime, si tu veux. Et ça, chaque jour, c'était un peu plus noir. Donc on s'est dit, on lance un truc comme ça, on va voir. Et sur une idée relativement simple, en fait, c'était se dépasser au travers d'un challenge plutôt que s'endormir sur son canapé devant Netflix, si tu veux. Et donc on a lancé un challenge de 21 jours comme ça sur comment devenir une meilleure version de soi-même pendant le confinement. Et puis bon, c'était, tu vois. Et quand je dis une meilleure version de soi-même, souvent les gens se disent, tu vois, ceux qui sont pas trop habitués à des livres de développement personnel, etc., se disent ouais non mais pourquoi il faut toujours plus. Et l'idée c'est pas d'être meilleur que les autres, tu vois. L'idée c'est pas de faire plus que les autres, c'est juste soi-même en fait, se dire c'est quand même dommage de gâcher un potentiel, tu vois, quel qu'il soit. Que c'est pas forcément gagner des millions, hein, ça peut être juste j'aime la musique et je vais devenir un musicien et donc se dire mince. À un moment, il faut que je m'occupe de moi et on prend pas suffisamment de temps pour s'occuper de moi. Et là, pendant le confinement, le premier confinement, les gens avaient enfin du temps. Tu vois, le temps s'était un peu arrêté et plutôt que s'ennuyer, on leur a dit allez, faites ce challenge. Et comme en plus il était gratuit, c'est parti de folie. Donc on a eu des milliers d'utilisateurs en très peu de temps. On a même été obligé de couper en fait l'accès à la plateforme parce qu'on n'avait pas. Il y avait plein de coquilles, on avait lancé ça hyper vite. Et mais tu vois, j'étais avec toute l'équipe, on était vraiment fiers d'avoir, tu vois, offert un contenu de qualité gratuit au plus grand nombre, tu vois. Et se dire qu'on a peut-être aidé des gens. Enfin, c'est pas peut-être d'ailleurs parce qu'on a eu des super témoignages. Et on s'est dit ouais, faut vraiment, on tient quelque chose. Il faut qu'on aille dans cette voie-là, en essayant de faire vraiment du contenu de qualité, tu vois, pour que toucher un maximum de personnes en le rendant soit gratuit ou soit très peu coûteux finalement pour que tout le monde puisse avoir accès à des ressources. Parce que, en fait, moi, ce qui me tue toujours, pardon, je parle beaucoup, mais je suis assez passionné sur le sujet. Et ça nous passionne aussi. Donc, mais tu vois, je suis toujours à la fois étonné et triste de voir qu'il n'y a aucun moment dans ta vie où on t'apprend les choses aussi essentielles que la confiance en soi. Moi, pendant au moins, tu vois, 10-15 ans, j'étais au fond de mes chaussettes, quoi. J'étais plus introverti, plus timide, tu pouvais pas. Tu vois, là, de parler dans un podcast, juste, c'était impossible. Et maintenant, je suis on stage devant 2000, 3000, 5000 personnes et c'est cool, tu vois. Et ça, si on pouvait t'apprendre la confiance en soi, la capacité d'apprendre, tu vois, les techniques pour stopper la procrastination ou pour mieux gérer ton temps, ou même pour mieux gérer tes finances, tu vois. Je pense à mes parents, ils n'ont pas appris à gérer leurs finances, donc forcément, ils ont eu des petits soucis, tu vois. Donc bref, toutes ces bonnes habitudes, on peut te les apprendre pour avoir une vie qui est plus réussie, plus épanouie. Ça veut pas dire forcément devenir plus riche, mais que tu sois en accord avec toi-même. Et c'est vraiment ça l'essence même de Mars, c'est d'aider un maximum de personnes à être bien avec soi et puis être complètement épanoui. Ouais, mais c'est un projet génial, c'est trouver le bonheur là où il est, c'est trouver les ressources et les outils pour devenir qui on est, et c'est ultra nécessaire en 2021. Et tu parlais de temps tout à l'heure. C'est vrai qu'on a eu énormément de temps pour nous pendant le premier confinement, mais c'est un temps qu'on a souvent mal utilisé. On était sur les écrans, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Netflix, et c'est vrai que c'est extrêmement rare de consommer du contenu pour aller mieux. Il y a quelques personnes qui le font, mais c'est pas la majorité d'entre nous. Et du coup, le temps, c'est vraiment
l'or du 21e siècle. Et je trouve ça absolument génial que tu te dises que tu aies un projet qui justement cherche à rendre ce temps utile, non pas pour une productivité forcément économique, mais pour un investissement en soi et dans son potentiel. Du coup, si j'ai bien compris, c'est une sorte de Google français du développement personnel. Si tu devais le pitcher de manière concrète, je vais sur Mars. Qu'est-ce que j'y fais? Qu'est-ce que j'y trouve? Qu'est-ce que ça m'apporte? On t'écoute, c'est la minute pitch. Alors, je sais pas si je vais le faire en une minute, mais c'est drôle que tu évoques cette notion de Google français, sachant qu'effectivement, je viens de Google, mais c'est effectivement ça, un peu un Google français du développement personnel, peut-être. Disons que jusqu'à présent, comme je disais, lorsque tu cherchais une information, un bouquin, une vidéo, quoi que ce soit sur la thématique du développement personnel, tu tapais ta recherche sur Google et tu avais des milliers de ressources. Qui d'un côté c'est bien et en même temps c'est impossible pour quelqu'un qui tu vois, c'est vraiment impossible. Comment tu sais ce qu'il y a de bien, comment tu sais ce qu'il y a de moins bien, comment tu arrives à trouver le bon gré de livret, le bon grain de livret, comment tu vois, parfois tu tombes sur des experts, des vrais, et parfois tu tombes sur des pseudo-gourous, des vrais charlatans, et il y en a de plus en plus, et ça c'est aussi une des batailles de Mars, c'est de pouvoir couper l'herbe sous le pied de soi-disant experts qui sont surtout experts comment ils vont te prendre un maximum d'argent, si tu veux. Bien sûr. Et surtout, tout le monde n'a pas le temps. Tout le monde n'a pas le temps ni les capacités de faire le tri. C'est aussi ça. Les gens ont parfois peu de temps par jour à consacrer à ça et ils n'ont pas le temps de farfouiller parmi toutes les ressources qui existent. Exactement. Donc, si tu veux un pitch rapide, je vais te le faire. Donc, si tu pars de notre mission, c'est de libérer le potentiel de chaque personne, en fait. Et ça, de façon accessible. Et après, si tu développes un peu, notre ambition, c'est vraiment de devenir la première destination mondiale, et je dis bien mondiale, en termes de développement personnel. Et tu vois, pour offrir des programmes personnalisés et abordables pour tous. Et les deux sont importants, abordables, donc pas cher, personnalisés, parce qu'en fait, tout le monde est différent, en fait. Et on veut pas faire quelque chose one size fit all, enfin un truc pour tout le monde. On veut vraiment, et c'est là où va rentrer en compte le machine learning et l'intelligence artificielle, qu'on puisse faire un parcours personnalisé pour chacun. Parce qu'on est tous différents, même si on peut avoir des buts communs, si tu veux. Donc du coup, pour aller sur Mars, tu as deux options. Soit tu t'attends je vais me permettre la blague, mais t'attends la fusée d'Elon Musk, mais ça risque de prendre un peu de temps. Mais non, mais Mars, ça s'écrit pas du tout comme ça s'écrit MAARS.cc. Donc le site, c'est MAARS.cc. C'est en fait, ça s'écrit avec 2 A, et il y a 2 significations derrière Mars, en fait. Est-ce que tu veux les connaître? Oui, je veux les connaître, je veux me poser la question. Et je pense que tout le monde se pose la question. Alors, Mars, avec 2 A, déjà, il y a une première signification qui est métaphorique, en fait. Tu vois, quand j'ai conçu ce programme, j'ai eu l'image du mot allemand. Alors, pour ceux qui ont fait allemand, un Mar, M-A-A-R, c'est une sorte de petit cratère, en fait. Ça veut dire un cratère. En fait, c'est issu d'un phénomène géologique où quand tu as du magma, tu vois, qui rentre en contact avec une nappe phréatique, ça fait un peu comme dans une cocotte minute, et ça fait péter l'écorce terrestre qui est au-dessus. Et ça crée une sorte de petit étang avec de l'eau et puis une petite montagne autour, quoi, en fait, tu vois. Donc c'est incroyable. Ça un mar. C'est un peu comme un bouton de champagne qui explose comme ça en pleine nature. Et donc moi j'avais cette image des gens un peu comme ça, tu vois. Alors pardon, c'est un peu imagé, je m'explique. Non, c'est génial, j'adore. Et en fait, j'imaginais, tu vois, par exemple, je sais pas, si tu regardes des enfants, tu les vois, ils sont pleins de vie, plein de candeur, et au fil des années, au fil des remontrances de leurs parents, il y a des couches sédentaires qui se mettent comme ça, donc des remontrances de leurs professeurs, à force d'essuyer des échecs personnels et professionnels, à force de finalement d'avoir des déceptions, qu'elles soient amoureuses, familiales, professionnelles, bref, la population a tendance à devenir un peu terne, tu vois. On se contente tous finalement dans une vie un peu moyenne, sans grande ambition, sans saveur. Tu vois, c'est un truc que tu te dis, bon ben voilà. C'est pas mal ce que j'ai. Tu vois, c'est le grand mot à la française, d'ailleurs, c'est pas mal. Mais tu veux pas le truc vraiment bien, non, c'est pas mal, tu vois. Et j'ai le sentiment qu'en fait, si on commence vraiment, et on arrive, là, je suis très content parce qu'on arrive à le prouver avec Mars, on a des témoignages qui sont juste hallucinants. Si on arrive à trouver qu'il est jamais trop tard pour reprendre le cours de sa vie, quel que soit son âge, sa condition sociale, ou le moment dans lequel t'es, t'arrives à faire péter cette écorce qui t'a mis une nappe, en fait, qui t'empêche de prendre la parole quand t'es dans une réunion, qui t'empêche d'aller voir un inconnu pour lui parler. Tout ça, en fait, chaque personne, je me dis que ce sont des Mars, donc au pluriel, ça fait des Mars, en fait. Donc ça, c'est la première signification. Génial. Ça, tu me l'avais pas dit la première fois. Non, parce que après, c'est long à expliquer, mais tu vois, donc comme on a un petit peu de temps, je sais pas si on a encore d'autres temps, mais en fait, c'est vraiment ça, en fait, j'aime cette image de, tu vois, t'as ce feu en toi, et en fait, allez, si tu me demandes vraiment, j'ai eu cette image de Mars quand, justement, je bossais chez Google, et à un moment, je suis allé au Casino de Paris. Donc, c'était la rue de derrière.
Et on jouait au Casino de Paris pour aller voir, on m'avait invité à aller voir Priscilla, folle du désert. Je sais pas si t'as vu cette comédie musicale. En tout cas, elle était en film aussi. Et là, c'était un vendredi soir, et j'ai halluciné, tu vois, t'avais des gens qui, normalement, le vendredi soir, les gens se sentent un peu fatigués. Et puis là, tout le monde se levait, tout le monde avait la pêche. Tu vois, on se prenait dans les bras. C'était à l'époque encore, il n'y avait pas le Covid. Tout le monde s'embrassait, etc. Et j'ai dit, mais il y a une énergie folle. Et pourquoi ces mêmes personnes, quand elles sont au bureau, elles sont toutes ternes, toutes aigries, et quand elles sortent là, t'arrives à faire sortir ce truc-là. Donc je me suis dit, comment t'arrives à faire jaillir cette énergie de toutes ces personnes? Et donc c'est là où j'ai pensé à Mars, et je me suis dit, donc, en fait, et ça c'était au fil de mes lectures et de différentes conversations avec pas mal de psychologues, en fait, on s'est dit, il y a 5 piliers essentiels pour avoir une vie épanouie. Et c'est là, en fait, ces 5 piliers c'est l'acronyme Mars, en fait, ces 5 piliers, c'est la mission. En fait, la mission, elle est importante parce que, c'est important de savoir ce que tu veux faire. Est-ce que tu es juste une plante qui est là pour passer et donc on t'arrose et puis à la fin tu meurs? Mais souvent tu te rends compte qu'à la fin de ta vie, tu te dis mince, je suis passé à côté de ma vie. Donc il faut vraiment définir où est-ce que tu veux aller, quelle est ta mission. Après, donc il y a le premier A de Mars, c'est l'autonomie. Donc comment tu te mets en situation d'autonomie, comment tu apprends à apprendre, comment tu arrives même à avoir une autonomie financière pour ne pas aller faire ton boulot juste pour payer les factures, hein. Comment donc tu arrives à vraiment avoir ton libre esprit. Et notamment, tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de fake news. Comment tu arrives à faire le tri dans la bonne information, la mauvaise information? On parlait des pseudo-gourous, de charlatans. Comment tu arrives à penser que ça, c'est quelque chose qui est bien pour moi et c'est quelque chose qui est néfaste? Donc, cette autonomie de pensée et de jugement, elle est hyper importante. Et donc, une fois où tu sais où tu veux aller avec ta mission et que tu es autonome, tu passes à l'action. C'est le deuxième A de Mars. Et cette action, en fait, c'est vraiment de te dire, je fais de l'action et pas juste, je tente un petit truc. Non, tu tentes plein de choses. Et tu prends, alors tout le monde le dit, mais c'est vrai de le faire. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. Je me suis planté tellement de fois. Mais à chaque fois, je me suis jamais dit, ah mince, je recommencerai plus. Non, je me plante, je recommence et je m'en sers comme un apprentissage. Et cet apprentissage, c'est ce qui te permet d'avancer. Et du coup, comme tu as cette énergie, tu sais où tu vas, tu es dans l'action, tu rencontres des gens. Et c'est pour ça qu'il y a le R de Mars, c'est les relations. Parce qu'en fait, tu fais jamais rien tout seul, hein, sauf à la rigueur si t'es Tom Hanks sur il était le film, c'est quand il est tout seul sur une île. Mais en général, donc t'as besoin des autres en fait, tu vois, le gars et l'entrepreneur surtout qui comprend pas qu'il a besoin des autres pour réussir. Il est foutu. Ça va être compliqué, quoi, tu vois. Enfin, ça va vraiment être compliqué. Donc les relations, c'est hyper important. Et un peu comme ce que je te disais tout à l'heure, moi, je suis toujours halluciné de voir qu'on t'explique jamais c'est quoi les relations avec l'autre. On t'explique jamais que à un moment chacun a sa charge mentale, que quand tu arrives dans une réunion le matin, si tu te fais allumer, c'est peut-être pas directement pour toi, c'est peut-être que la personne a eu un problème sur la route, ou avec son conjoint, ou etc. Et plein de trucs comme ça qui pourraient être désamorcés si on t'avait expliqué un minimum les règles du rapport avec l'autre. Donc ça, c'est vraiment la relation. Et enfin, le dernier point, effectivement, là, pour le coup, depuis la pandémie, ça prend tout son sens, même si effectivement, ce truc-là, on y avait pensé avant, c'est la santé. Et la santé, aussi bien physique, mais aussi mentale, et on l'a aussi vu l'année dernière et toute cette année, c'est que les deux sont largement liés, parce que quand t'es pas bien physiquement, t'es pas bien mentalement, et quand t'es pas bien mentalement, t'es pas bien physiquement. Donc comment on met en place pareil, et on met dans les mains du plus grand nombre des choses qui sont aujourd'hui publiques, des études sur la neuroscience, des techniques de méditation, comment on met en place des exercices faciles à faire chaque jour pour rester en forme avec une grande vitalité, etc. Donc toute cette partie santé, moi tu vois c'est pareil, je faisais pas gaffe et il y a quelques années, parce que j'ai lu des trucs sur le sujet, je suis devenu végétarien. Tu vois, alors je dis pas que tout le monde doit devenir végétarien, mais j'ai compris qu'il y avait certaines choses que j'injectais qui n'étaient pas bonnes pour mon corps. Et donc si tu te dis qu'en fait tu veux essayer de vivre le plus longtemps possible, pas pour battre un record, c'est pas dans mes objectifs, mais pour profiter de la vie, faire un maximum de choses, aider un maximum de gens, et surtout pour moi voir mes enfants le plus longtemps possible. Donc tu te dis comment je fais attention à mon corps, à mon esprit, pour pas tomber en dégénérescence aussi bien d'un point de vue mental que physique. Bien sûr, et surtout ce qui est génial, c'est ce que tu m'expliquais, c'est qu'il y a une diversité de contenus sur la plateforme qui justement s'adapte à tout le monde. Tu vas avoir du contenu audio, du contenu vidéo, des contenus hors connexion, des masterclass, et ça c'est assez génial aussi d'avoir toute cette diversité de supports au même endroit.
Ouais, non, mais c'est clair que donc là on est au tout début, on lance, hein, donc Bien sûr, je sais pas si t'es allé voir, mais on vient de lancer notre nouveau site. Ouais, je te laisse ce matin. Expliquer, voilà, super. Bon, pour expliquer ce que l'on fait et l'intention. Au-delà de l'intention, donc on a effectivement commencé à lancer des choses. Donc il y a des challenges, par exemple, tu vois. Donc on a déjà une communauté qui est grandissante et ça c'est génial parce que on a fait même pas plus tard que la semaine dernière un webinaire avec notre communauté, donc pour leur présentant en avant-première tout ce qui est arrivé. Donc il y a des nouveaux challenges, il y a plein de trucs et c'est vraiment moi, j'ai pris l'habitude de la qualifier de communauté ambitieuse et bienveillante. Et pas ambitieuse dans le mauvais sens du terme, mais ambition, c'est quoi? C'est de se faire une vie à sa mesure, en fait. Tu vois, c'est pas d'écraser les autres, encore une fois. C'est pas ça l'ambition. C'est se dire, OK, j'ai cette ambition de me faire une vie, moi, qui me correspond et pas vivre dans ce que les autres pensent que je devrais faire. Et bienveillante parce que tu as vraiment beaucoup d'entraide dans cette communauté. Donc, ce qu'on propose à cette communauté, hein, donc, qui nous rejoint, ou sur des challenges pour passer à l'action. Et ça, tu vois, tu parlais de masterclass, on fera des masterclass, mais je crois beaucoup dans le challenge parce qu'en fait, tu passes à l'action automatiquement. C'est-à-dire un apprentissage et tout de suite une action qui met en pratique, en fait, si tu veux, cet apprentissage que tu as fait. Ça marche super bien. Et c'est aussi ça qui va nous permettre de mieux comprendre, en fait, les comportements de chacun. Donc, tu vois, par exemple, il y a des challenges. Donc là, on va lancer la semaine prochaine sur la confiance en soi. Parce que pareil, donc, c'était le numéro 1 de tout ce qui était demandé. On sera là. EdTech France sera là. Le prochain, on en parlait tout à l'heure, le prochain sera sur la maîtrise du temps. Parce que ça, c'est quand tu commences à maîtriser. Bon, si tu as confiance en toi et que tu maîtrises le temps, déjà, tu as fait une grosse partie du chemin, tu vois. Et donc ça, c'était vraiment les trucs qu'on voulait faire. Il y en avait un autre qui s'appelait, donc comme on avait dit, Dépassez-vous. Donc on va sortir sur un rythme d'1 à 2 challenges tous les mois, en fait. Donc il y aura en fait on est en train de sélectionner ici des coachs pour nous aider à construire ces contenus et qui vont eux-mêmes passer devant la vidéo, etc. pour le faire. Donc il y a aussi de la curation de contenu. Donc la curation de contenu, donc on a développé un outil qu'on appelle chez nous en interne Catalyst, qui en fait va scraper en fait pas mal de données. Et après il y a un humain, donc il y a une équipe éditoriale qui repasse dessus pour justement sélectionner le meilleur. On n'a pas vocation à être exhaustif, mais on veut vraiment faire ce travail de sélection pour que on n'ait pas des personnes qui puissent aller vers des mauvais contenus, en tout cas qui ne rapporteront rien à part dépenser des centaines ou des milliers d'euros, si tu veux. Et c'est pas du tout notre but, nous. Et tu vois, et on propose également des podcasts aussi, tu vois, donc comme tu fais là avec EdTech France, mais podcast c'est vraiment pratique et c'est une vraie demande de la communauté pour pouvoir, quand tu es dans les transports en commun, en voiture ou au bureau, même dans ton lit, hein, mais nous, tu vois, on croit. Et pour le coup, moi, comme je te l'ai dit, je crois beaucoup dans la tech, mais je crois dans une tech où tu vas pas tout le temps être devant ton écran, en fait. Et le podcast, ça te sert à ça, tu vois. Moi, l'écran et le téléphone, même chez moi, il y a des moments où il est posé et tout le monde dans la maison pose son téléphone et on passe pas notre temps parce qu'en fait, autant je suis à fond dans la technologie, tu le vois bien, mais autant je pense qu'il faut parfois aussi faire des pauses. Et c'est ce qu'on va aussi apprendre, tu vois. D'ailleurs, on est en train de tu le dis pas, mais travailler un challenge sur le digital en fait. Oui. Parce que ça c'est un truc assez fou. Surtout chez les jeunes. Non, pas que chez les jeunes. Et c'est ça qui est intéressant. Ça, je le vois moins chez les adultes, moi. Moi, je l'avais constaté quand j'étais enseignante, le rapport très étrange qu'avaient du coup mes élèves qui avaient entre 11 et 15 ans, qui étaient extrêmement connectés et après c'est peut-être un cliché de dire surtout chez les jeunes, mais j'imagine que toi tu dois avoir énormément d'adultes aussi qui ont du mal à déconnecter alors qu'ils n'ont pas 15 ans. En fait, oui, il y a bien sûr plein d'adultes qui n'arrivent pas à déconnecter alors qu'ils n'ont pas 15 ans, mais c'est même au-delà de ça, c'est qu'en fait, tu ne peux pas, et ça je le dis vraiment, et je l'ai commencé à le dire à mes enfants, si tu veux, depuis le plus jeune âge, ils ne peuvent pas être responsables de cette addiction. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens beaucoup plus forts qu'eux en Californie et maintenant en Chine, si tu veux, qui sont là pour les rendre addicts. Donc c'est le métier. Donc c'est le métier, et je l'ai vraiment vu, si tu veux, donc... chose que je peux pas encore dire. Voilà, si tu veux, il y a des choses où un enfant, un adolescent n'est pas équipé aujourd'hui pour faire ça. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est pas les enfants en premier, ce sont les adultes, parce que ces adultes ont des enfants. Et aujourd'hui, si l'adulte ne comprend pas le digital et le numérique, comment tu veux qu'il mette en garde son enfant ? C'est comme si tu ne savais pas dire à ton enfant que c'est pas bien de prendre de la drogue. Tu vois ? C'est comme si, même pire encore, tu lui offres de la drogue. Et tu vas s'étonner qu'il soit devenu junkie. C'est exactement la même chose. Quand tu offres un device à ton enfant, il faut savoir qu'il y a des avantages et qu'il y a des inconvénients. Il faut savoir ce qu'il en fait. Et tu ne peux pas mettre dans la main de collégiens ou même de lycéens des choses où mais tu te rends pas compte. Enfin, ils ont accès à tout. Avant, quand tu voulais regarder des contenus, t'es allé dans
le salon sur la télé des parents et puis ils voyaient ce que tu faisais. Ou quand tu passais un coup de fil, ça se passait dans le couloir ou dans le salon parce que il y avait qu'un Un bout du téléphone. fil, ouais, Aujourd'hui, bien sûr. t'as ça en permanence dans leur chambre avec des contenus qui sont très bien et d'autres qui sont beaucoup moins bien, si tu veux. Et ça, il y a une énorme responsabilité des adultes. Tu peux pas rendre les enfants responsables de ça. Jamais. Complètement. Et ça, Complètement, on va beaucoup travailler là-dessus sur Mars parce que, bon, je peux le dire, là, je crois que je l'ai dit 10 fois dans ce podcast, mais la techno, j'adore ça. Mais je connais aussi, là, pour le coup, 25 ans passés sur le sujet, ça me donne une petite légitimité pour savoir ce qu'on peut en faire de bien et ce qu'on peut faire de moins bien. Il y a beaucoup de choses qui vont pas bien aujourd'hui. Et encore une fois, c'est de la responsabilité de chacun, de ma responsabilité, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de entre guillemets repentis qui ont vu et puis qui se sont dit tiens bah ok, on peut peut-être aller faire les choses différemment avec quelque chose de plus éthique, de quelque chose de plus respectueux pour l'individu, plutôt que juste faire quelque chose qui va faire un petit peu plus de pub, un petit peu plus de chiffre d'affaires au détriment de l'individu. Donc, Oui, mais c'est une vraie conviction et c'est d'autant plus percutant ton discours parce que tu es passé chez Google et du coup je pense que c'est extrêmement important d'avoir des entrepreneurs comme toi qui du coup donnent de la légitimité à leur outil parce que tu as une vraie connaissance de ce qui est bien, de ce qui est moins bien parce que tu l'as expérimenté et moi comme toi je crois vraiment aussi à la force de chacun pour améliorer le collectif et ce que j'adore avec ton projet et c'est pour ça que je t'ai fait venir au micro aujourd'hui, c'est parce que chacun avec son travail sur soi peut rendre la société meilleure et c'est pour ça que ton ambition mondiale évoquée au début est complètement logique parce qu'on a une société mondiale et pourtant elle est composée de l'individualité de chacun et je pense que on a tous la capacité à évoluer et justement aujourd'hui on a la chance d'avoir l'intelligence artificielle, le machine learning pour pouvoir avoir des apprentissages au plus proche de nos besoins et je voulais savoir ce que toi tu en pensais de cette IA, de ce machine learning qui rendent paradoxalement le numérique plus humain mais qui parfois peuvent être un peu critiqués où on peut avoir une attitude de méfiance justement vis-à-vis de ces nouvelles technologies qui pourtant sont extrêmement utiles en fait pour des secteurs comme la EdTech. Non mais c'est clair que si tu veux c'est des vrais sujets qui sont compliqués parce que ce qu'on est en train de développer en termes d'intelligence artificielle, en termes de tu vois, et encore on est qu'au début parce que quand tu parles de machine quantique, alors je sais pas si ça parle pour les auditeurs, mais on est tout au début de ce qu'on va pouvoir faire, tu vois. Je sais. Et on ne maîtrise pas tout. Et quand on veut maîtriser, c'est là où ça devient compliqué, c'est-à-dire que tu vois, il y a eu des affaires, j'en parle, je s'appelle en parler, mais chez certains de la tech l'année dernière sur de l'intelligence artificielle où il y a des gens qui se sont fait virer par rapport à des biais que prenait l'intelligence artificielle et ces biais la réalité c'est que c'est l'homme qui les crée si tu veux. Donc l'intelligence artificielle comme on dit elle est artificielle mais c'est l'homme qui crée ces algorithmes. Donc il y a un vrai travail de sensibilisation à faire et il y a comment dirais-je, il y a une vraie prise de conscience à prendre de la part des individus, mais surtout des États pour comprendre qu'en fait, on est en train de donner les clés de la conscience individuelle et collective à des entreprises qui sont, comme chaque entreprise, orientées sur du revenu. Et ça peut pas marcher. Tu ne peux pas à un moment te dire que quelqu'un qui gagne plus d'argent en te faisant cliquer sur quelque chose te veut du bien. Parce qu'on sait bien que le cerveau humain, il y a plein d'études qui le montrent, va être plus enclin à cliquer sur quelque chose qui est négatif ou quelque chose qui est sensationnel que sur un bouquin de Descartes, si tu veux. Tu vois. Et donc forcément, il y a un biais qui est hyper important, tu vois. Donc moi, clairement, je pense que et c'est l'objectif en fait de Mars, hein, c'est d'aller prendre du temps de cerveau, si tu veux, sur des réseaux sociaux qui sont pour moi peu fréquentable et pourtant j'étais un des premiers défenseurs des réseaux sociaux quand c'est sorti hein. Pareil je dis waouh c'est assez fou mais ce qu'on en a fait aujourd'hui c'est quand même pas ce qui était prévu donc moi le but du jeu c'est ce que je dis toujours à l'équipe c'est comment on arrive à prendre ne serait-ce que 5 ou 10% du temps de cerveau de chaque personne pour au lieu de les voir défiler scroller déjà tu vois chez nous il y aura pas d'infinite scroll on veut que les gens viennent ferme l'appli et repartent si tu veux. Donc au lieu de regarder la vie des autres et se sentir malheureux, c'est plutôt comment toi tu construis ta vie et tu te sens plus heureux. Tu vois, en fait, c'est vraiment changer le paradigme pour se dire qu'en fait, cette intelligence artificielle, ces algorithmes, ils peuvent t'aider
plutôt que de te détruire, en fait, tu vois. Et si tout le monde fait ça, même à ne serait-ce que 10%, bah, t'auras une société qui sera un peu meilleure. Alors, ça fait un peu genre, tout le monde est heureux, mais j'y crois vraiment. D'avoir moins de haineux, moins d'injustice, plus de tolérance, plus d'entraide, tu vois. Quelque part, c'est de te dire, il faut se servir de cette intelligence, de tout cet pouvoir de computing, en fait, tu vois. Je sais pas, tu vois, j'imagine vraiment, en fait, et Mars, c'est ce qu'on est en train de construire quand on bosse sur un algorithme, en fait. C'est, en fait, je sais pas si c'est abstrait, mais c'est d'essayer de capter l'intelligence individuelle de chaque personne, tu vois, pour la remonter dans le cloud, la clusteriser. Alors, peut-être que je parle un peu de tech, mais non, on comprend. D'accord. Et en fait, pour la redescendre instantanément, individuellement, pour chaque personne en fonction d'un cas unique, tu vois. C'est un peu comme une voiture autonome où à un moment, dès qu'elle sort de l'usine, elle sait quels sont les bons comportements. Bah là, on a tous eu quelqu'un à enterrer, on a tous eu des enfants à un moment ou pas, en tout cas peut-être d'autres en auront. On a tous décidé à un moment de changer de carrière. Pourquoi on referait tout le temps encore et encore les mêmes erreurs? Pourquoi on bénéficierait pas de l'apprentissage des autres, même si encore une fois, il va être positionné en fonction de toi qui tu es. On disait tout à l'heure, en fonction du format des contenus, mais aussi en fonction du contenu lui-même. Est-ce qu'à un moment, si tu aimes, je sais pas, on parlait de Descartes tout à l'heure, si tu aimes Descartes, bah, je vais te remonter des contenus de Descartes. En revanche, si tu aimes Orelsan, bah, je vais te remontrer une citation d'Orelsan, tu vois. J'aime bien Orelsan, en l'occurrence, on a fait la même école de commerce, comme ça, tu vois. Ça mène à tout. Mais en gros, tu vois, nous, ce qu'on est en train de construire, donc ça, c'est pas encore prêt, ce sera prêt vers le deuxième partie de l'année, c'est vraiment de construire ce parcours personnalisé, avec un tableau de bord personnalisé qui puisse aider chaque individu à avoir comme ça, tu vois, dans les grands domaines de vie, tu vois, pouvoir s'améliorer. Parce qu'il pourra pas tout faire en même temps. Il va pouvoir améliorer ses relations familiales, ses relations sociales, sa carrière, ses finances, sa santé, et graduellement se dire, OK, là, sur cette période de temps, avec un challenge, avec différents contenus, je vais pouvoir m'améliorer dans tel ou tel domaine. Ouais, non, c'est vraiment un magnifique projet, et surtout ce que j'aime bien, c'est que tu fais que répéter que c'est pour tout le monde, qu'importe donc son lieu de vie, son milieu social, son âge, son milieu professionnel, et on sent que c'est un combat chez toi, à la fois l'accès au numérique, mais aussi l'accès à la formation, et du coup, je voulais te poser une question en rapport avec la jeunesse, parce que c'est une cause qui m'est chère, et je sais que toi aussi. Je voulais savoir ce que tu pensais de la jeunesse d'aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'on fait assez justement pour nos jeunes, pour lutter contre les biais sociaux qu'on a pu évoquer ensemble au début de l'épisode? Et surtout, est-ce que tu crois au mérite? Parce que tu sais, on répète souvent si tu veux, tu peux. Et je sais que c'est pas forcément vrai d'expérience. Et je voulais avoir un peu ton opinion là-dessus, parce que je sais que c'est une cause qui t'est chère. On en avait parlé la dernière fois. Ouais, T'as de bonnes questions et compliquées à la fois, parce qu'il y a pas de vérité, si tu veux. C'est justement, quand je parle des fameux gourous, c'est qu'ils arrivent, ils ont la vérité, ils ont vu, ce sont les messies. Moi, je considère que chacun a son interprétation des choses. Mais juste avant de répondre à cette question, je voulais revenir sur la notion d'abordable à tous. Ouais, c'est quelque chose qui nous est particulièrement cher, et à moi particulièrement, si tu veux, c'est de me dire, aujourd'hui, en moyenne, quelqu'un qui va rentrer dans le développement personnel va dépenser quelques milliers d'euros. Ouais, c'est dingue. Et c'est dingue. Et nous, on veut diviser pas par 10, mais par 100 ce coup-là. Tu vois. On veut vraiment, mais alors, ça va être hyper disruptif en termes de tarifs, c'est limite, on le donne. Enfin, il y a un moment, quand même obligé que tout le monde s'en saisisse. Mais vraiment, non seulement pour que tout le monde s'en saisisse, mais parce que ça devrait être universel, tu vois. Ça devrait être dans la déclaration de l'homme, tu vois. On devrait pouvoir, on devrait pas avoir à payer pour pouvoir se développer, tu vois. Il y a un moment, non, enfin, je sais pas, quoi. Moi, ça me choque, en fait, tu vois. Donc, on veut vraiment rendre ça accessible. Donc après, pour revenir sur la jeunesse, je sais pas si la jeunesse aujourd'hui est si différente que celle qui était à mon époque il y a bien longtemps. mais ce qui est certain, pas forcément, d'ailleurs, pas forcément. Non, je sais pas, en fait, j'en sais rien. Mais ce qui me sidère, si tu veux, par contre, et ça, c'est pas que la jeunesse, c'est que les gens se plaignent beaucoup. Ça m'hallucine, tu vois, parce que, et les jeunes, mais les moins jeunes aussi, tout le monde se plaint, alors que le monde ne s'est jamais aussi bien porté, tu vois. On vit aujourd'hui jusqu'à 80 ans, il n'y a jamais eu aussi peu de morts infantiles dans les pays occidentaux quand tu es là. Ça va, le niveau de vie, globalement, il est meilleur qu'il y a 30 ans, tu vois. Et on brûle énormément d'énergie à râler en permanence, alors que cette énergie, on pourrait la prendre pour faire quelque chose de positif. Et c'est vraiment là, en fait, le sujet. C'est comment tu prends cette énergie
où t'es là, tu râles, ah mais alors le gouvernement c'est de sa faute, c'est la faute de mon entreprise, c'est la faute de ma mère, de mon père, prends juste, canalise toute cette énergie et travaille sur toi, tu vois, travaille sur toi, et là, moi je pense que tu peux vraiment changer les choses. Donc si tu veux, tu peux, dont tu parlais tout à l'heure, ouais, je suis assez partisan de ça, parce que il faut, mais en fait le vrai sujet, en fait, tu vois, si je pense à ta phrase là, si tu veux, tu peux, c'est que déjà il faut le vouloir. Parce que souvent les gens jetaient l'éponge avant même d'essayer, tu vois. Et là, donc du coup, moi, je jette la pierre à personne, mais tu vois, parfois, il faut juste faire la bonne rencontre aussi, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'essaye de parler autant que faire se peut à plein de jeunes dans des écoles dès que j'ai un peu de temps, parce que il faut provoquer cette bonne rencontre. Mais c'est à moi de le faire, mais c'est aussi à eux d'aller vers des gens qui vont pouvoir les inspirer, qui vont pouvoir les motiver. Et s'ils en connaissent pas, regardez tu vois, même si tu regardes Netflix et que tu as le droit de te faire plaisir en regardant des séries, mais il y a aussi des documentaires. Là, je regardais dans le cerveau de Bill Gates, c'est super intéressant, tu vois. Il y a des trucs quand même où tu vas apprendre des choses. Donc ouais, si tu veux, je pense que tu peux. Et je crois que ce dont les jeunes ont besoin aujourd'hui, pour revenir sur les jeunes, c'est d'un modèle, c'est de croire dans leurs rêves, tu vois. Mais pour ça, il faut avoir des rêves, faut se bouger, faut pas juste attendre que les choses arrivent, faut prendre ses responsabilités en toute autonomie. C'est pour ça que le A de Mars est hyper important. Le premier, c'est l'autonomie, parce que tu vois, après tout, c'est leur vie, tu vois. Donc te dire ouais, mais aujourd'hui c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Mais ça le fut. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus compliqué, ou est-ce que c'était plus compliqué quand tu vivais en 39-45, tu vois? Il y a un moment, faut remettre les choses dans leur contexte. Et ça n'est pas pour ça que les gens, tu vois, notamment, il y avait un jeune qui est devenu président à un moment, il s'appelait Jacques Chirac, et pourtant il était jeune dans les années 39-45, tu vois. Donc, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et là, on en boucle avec le numérique, c'est que, franchement, être jeune à notre époque, mais c'est juste fabuleux, tu vois, c'est phénoménal la chance qu'ils ont de pouvoir accéder à peu près tout ce qu'ils veulent avec des MOOC, sur Internet. Et là, il y a plein de choses gratuites. Et même si c'est payant, prends pas un Starbucks, va prendre un cours. Et ça fait 25 ans que je dis ça, tu vois, ça fait 25 ans que je dis, mais même s'il y a des effets négatifs, et malheureusement il y en a de plus en plus avec le digital, je continue à croire fermement que la technologie, tu vois, quand elle est bien utilisée, ça peut être une vraie force pour, non pas que pour les jeunes, mais pour l'humanité entière, quoi. Et c'est ce qu'on croit aussi chez EdTech France, tu vois, la EdTech, c'est des entreprises qui mettent le numérique au service d'une meilleure expérience d'apprentissage, que ça soit sur la formation initiale, la formation continue, à tout âge, dans tout organisme. Et donc, on a exactement les mêmes convictions. Et justement, une partie de l'audience qui va nous écouter, ce sont des entrepreneurs. Alors, tu es un entrepreneur, tu es même un serial entrepreneur. Tu as monté des boîtes, tu as vendu des boîtes, tu en lances une en ce moment. Du coup, je te demande, selon toi, Salim, quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur? Et toute la tech en France t'écoute, alors attention à ce que tu nous dis. Alors si toute la tech en France m'écoute, c'est tant mieux, mais nous on est ravis en tout cas chez Mars d'avoir rejoint EdTech France. Je sais, moi aussi je suis ravie. Pas juste parce que on t'adore, et ce que tu fais c'est génial, mais vraiment je le pense, et les gens qui me connaissent savent que quand je pense pas du bien, je le dis pas, ou je le dis, mais en tout cas je fais pas des compliments juste comme ça. Donc non, vraiment tout le travail que tu fais est vraiment remarquable, et donc on est content de rejoindre EdTech France parce qu'il y a beaucoup à faire sur cette partie-là. Juste avant de répondre à ta question, pardon, je dédie un petit peu toujours ma réponse, mais je suis content à la fois qu'on soit rentré dans cette pandémie pour accélérer la digitalisation, notamment de l'éducation en France. Par contre, j'avoue que je suis assez sceptique, pour pas dire déçu, de la vitesse à laquelle ça va. Ça fait 1 an qu'on est rentré là-dedans. Mes enfants peuvent toujours pas avoir des cours à distance. C'est pas normal. Tu vois, c'est pas normal. Et quand je propose des solutions dans les écoles, on me dit ouais non mais ça va trop vite, l'année prochaine. Bah ouais mais non. Tu vois. Et donc là on a un vrai sujet là-dessus, et je pense qu'on pourra aller beaucoup plus vite. Après, pour revenir à ta question par rapport aux entrepreneurs, moi je le dis toujours, si on avait qu'un, il y a plusieurs qualités, mais tu vois, si on avait qu'une, ce serait la passion. Tu vois, je pense que, mais c'est vrai pour tout, c'est pas que être entrepreneur. Si t'aimes pas ce que tu fais, c'est mort. Tu vois, tu peux pas être un bon entrepreneur si t'es pas passionné par ce que tu fais. Tu peux pas être un bon entrepreneur si t'es pas passionné par la cause que tu pousses. Tu vois, enfin, moi peut-être que je saoule les gens à force avec mon histoire, mais c'est ce qui me fait me lever tous les matins à 5h du mat, parce que je suis super impatient de me dire ok, comment je vais construire le produit qui va bien, comment je vais motiver ces équipes à y aller. Je suis motivé par les gens que je rencontre comme toi, je vais, tu vois, et surtout, tu vois, d'être viscéralement tu vois, en train de te dire comment je peux résoudre un problème. Tu vois, t'as des clients, t'as des utilisateurs, comment je peux résoudre c'est le fameux pain point en américain, tu vois, mais c'est de se dire comment je peux résoudre ce truc-là au mieux. Et c'est ça en fait, c'est cette passion.
Donc après, t'en as d'autres qualités, hein, la résilience, évidemment, parce que c'est pas que simple d'être entrepreneur. Hein, tu vois, on voit toujours le côté glamour, mais c'est pas que ça. La flexibilité, évidemment, parce qu'il y a des hauts et des bas, mais flexibilité aussi avec tes équipes. Beaucoup. Il faut comprendre. À bientôt. Tu vois, on parlait de future of work, de nouveau management, etc. Il faut bien comprendre qu'une équipe, c'est une somme de personnes, en fait, et les gens sont différents, tes clients sont différents, le marché est différent, parfois le marché peut se retourner, tes investisseurs sont différents. Et donc, il faut vraiment être flexible mentalement, être vraiment agile et être super bon dans l'exécution. Tu vois, ça, c'est ce que je répète en permanence à l'équipe. Ce qui fera la différence, c'est si on est bon dans l'exécution. Tu te commites sur un truc, tu le fais. À la rigueur, ça peut arriver de déraper, mais globalement, tu dois être vraiment bon en exécution. Et le dernier point, qui est hyper important pour être entrepreneur, pour moi, c'est le leadership. Comment tu as cette capacité? Et moi, je suis toujours ravi quand on me dit ça. Je trouve que c'est le plus beau compliment du monde. On me dit, mais comment tu fais pour... tu vois, là, il y a plein de bénévoles qui bossent avec nous sur Mars. Ils sont à fond engagés dedans. Et les gens ils me disent, mais comment tu fais pour faire bosser tous ces gens sans les payer? Et bah oui, à un moment, quand on se développera bien, on les paiera, mais c'est pas pour moi qu'ils viennent ou c'est pas pour être payé. C'est parce que le projet est suffisamment grand et a du sens et que ça embarque les gens, tu vois. C'est ce leadership qui est hyper important quand tu es entrepreneur. Je te rejoins parfaitement et en effet la taille n'est pas une excuse et c'est vrai que par exemple souvent pour les changements dans l'éducation nationale on nous dit mais c'est parce qu'il y a 1 million de profs, c'est parce que c'est très gros, c'est une vieille institution et c'est vrai que c'est pas vrai et parfois ça peut être frustrant étant donné en plus toutes les propositions que Tech France porte sur ces sujets de voir la lenteur institutionnelle et après 1 an de confinement, c'est vrai qu'on attend davantage en fait des institutions. Et là, je le redis et surtout, il faut faire confiance au partenariat public-privé. Il faut utiliser le temps et la rapidité d'exécution du privé pour faire avancer les causes publiques et la force de la France. Justement, c'est ça, c'est normalement notre capacité à faire travailler le privé et le public ensemble. Et il faut que ça soit le cas dans le domaine de l'éducation et c'est des choses qu'on porte. Donc, merci de rejoindre cette vision parce qu'on a besoin de nos membres aussi pour faire remonter tout ça là où ça doit remonter. Petit aparté. Pardon, mais je te suis à 200% là-dessus. Le partenariat privé-public, il est hyper important. En fait, le problème qui se passe souvent, et tu vois, du haut de mon âge un peu plus avancé que certains, si tu veux, je l'ai vu tout au long de ma vie, c'est-à-dire que t'as le public qui regarde le privé comme quelque chose d'un peu sale, et t'as le privé qui regarde le public comme quelque chose d'un peu poussiéreux, si tu veux. Tant qu'on sera dans cette posture, on n'arrivera pas. Et in fine, le grand perdant, c'est la France, sont nos enfants. Donc il faut vraiment changer cette posture pour se dire, ok, comment on se retrousse les manches ensemble et on y va. Parce qu'on a les moyens de le faire, je le rappelais tout à l'heure, on était les premiers à sortir le Minitel avant même Internet. On avait on avait des trucs de fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'arrive plus? Et c'est ça qu'il faut retrouver. Et du coup, pour finir, comment on le retrouve? On est où avec Mars dans 5 ans? C'est quoi, avec la permission de rêver? C'est quoi Mars dans 5 ans, Salim? Alors ça, c'est la question la plus facile que tu m'aies posée, hein, parce que évidemment, j'ai la réponse. J'ai réfléchi un petit peu avant de lancer même le projet. Dans 5 ans, c'est simple. On est devenu la première destination mondiale en matière de développement personnel. Période, tu vois. Enfin, c'est le truc. Et on offrira des programmes personnalisés, abordables pour des millions de personnes partout dans le monde. Génial, clap de fin. Merci beaucoup Salim, à la fois pour ta présence au micro et surtout pour tout l'optimisme que tu dégages. Ça donne vraiment envie de soulever des montagnes et il y a certains entrepreneurs qui après cette année ont pu parfois perdre un peu le feu dont tu parlais. Donc j'espère que ça leur plaira, que ça plaira à tous. On a parlé de plein de sujets, donc normalement là, il y en a pour tous les goûts. Merci encore Salim, à très bientôt. À bientôt Anne-Charlotte et merci pour l'invitation. Merci. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et dans nos rooms sur Clubhouse. Ce podcast vous est proposé par Maxime Maton et l'agence tech et créative Matoons.